À tous et à toutes, bienvenue à la cinquième session du cycle sur la découvrabilité du livre africain francophone. Le cycle est réalisé avec le soutien de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, et de l'Alliance internationale des éditeurs indépendants. Les ateliers précédents, animés par des experts et des expertes de différents pays francophones, ont traité de thèmes tels que les métadonnées, les réseaux sociaux, la production et la distribution de livres numériques et de livres audio. Ils sont tous disponibles sur YouTube. Vous trouverez les liens des vidéos sur le site du Labo numérique de l'Alliance. La table ronde d'aujourd'hui a pour objectif de promouvoir un dialogue entre les professionnels du secteur du livre. Cette interaction vise à faciliter l'échange sur les défis, les opportunités et les projets susceptibles de contribuer à l'amélioration de la découvrabilité des livres africains francophones. Maintenant, je cède la parole à Annie-Josée pour poursuivre la présentation. Merci. Annie, ton micro est fermé. Annie, ton micro est fermé. Ah, pardon. Merci, merci à toi, Octavio, et merci pour ce mot d'introduction. Juste accueillir brièvement nos différents panélistes et permettre et leur donner la parole ensuite pour qu'ils se présentent en 3 à 4 minutes chacun. Nous avons comme panéliste aujourd'hui Kenza Sefoui, qui nous vient du Maroc, qui est éditrice. Raphaël Thierry est agent littéraire et chercheur. Il est français. Yamen Maïna est écrivain et il nous vient de Tunisie. Et enfin, Bertie Sindoufouri, qui est chargé de relations éditeurs en France. Donc, la parole est à qui veut la prendre pour se présenter en 3-4 minutes chacun. Bertie, Kenza. Ben, je sais. Je sais pas, vous voulez que... Je veux bien y aller? Oui. Oui. J'y vais? Alors, ben, moi, je suis Kenza Sefrioui, je suis éditrice à Casablanca. On a créé avec Hicham Hodeifa depuis 2012 la maison d'édition En Toutes Lettres. On est spécialisé en sciences humaines et sociales et surtout en journalisme narratif. En fait, on était journaliste, on a été dans un journal qui a été censuré. Donc, on s'est dit qu'on allait continuer l'investigation sous forme de livres avec l'objectif de donner à nos concitoyens les éléments pour prendre part au débat public et puis surtout de produire des savoirs sur le Maroc à partir du Maroc. Donc, on travaille sur des questions comme les migrations, l'environnement, les droits humains, les droits des femmes, beaucoup, les droits de l'enfant, avec vraiment l'idée que les livres soient accessibles à un public de non-spécialistes, enfin surtout pas réservé à un travail académique, quoi. C'est pas du tout l'objectif. Et depuis 2018, on porte un programme de formation qui s'appelle Open Shabab, qui vise à former des jeunes journalistes et des jeunes de la société civile, des acteurs de la société civile, euh, à la fois aux valeurs humanistes, mais aussi aux méthodes de l'investigation. Donc, ça nous permet d'ancrer nos travaux dans notre communauté et en même temps de permettre de faire émerger une nouvelle génération d'auteurs. Voilà ce que je peux dire en ce qui me concerne. Du coup, je peux essayer de prendre la suite. Je ne sais pas si vous m'entendez quand je parle. Oui. Oui. Alors, donc, moi, c'est Bertie Sindoufouri. Donc, je travaille chez YouScribe en tant que chargée de la relation avec les éditeurs. Donc, je vais présenter rapidement YouScribe, comme ça, enfin, voilà, vous saurez un peu mieux ce que c'est. Donc, YouScribe, c'est une bibliothèque numérique en streaming. C'est-à-dire que l'utilisateur, le lecteur s'abonne à la journée, à la semaine ou au mois et bénéficie en illimité de tous les contenus disponibles sur la bibliothèque numérique. Et on est accessible dans 13 pays, dont 12 sur le continent africain.
Et en fait, on a aujourd'hui plus d'1 million de lecteurs, dont la grande majorité se situe sur le continent africain. Et donc, le catalogue de YouScribe aujourd'hui est très riche. On a près de 500 000 références. Et donc, je pense que ça va faire partie du sujet sur la découvrabilité, parce que c'est un volume de titres très important et qui pose certaines problématiques en termes de découvrabilité et de visibilité des ouvrages. Donc, c'est un catalogue qui est à la fois sur des ressources professionnelles, à la fois sur de la littérature et en 3 langues, anglais, français, arabe. Pour résumer un petit peu YouScribe, je dirais qu'on s'était donné 3 objectifs qui étaient très importants, autant les uns que les autres. Le premier, c'était d'être accessible au plus grand nombre, ce qui n'a pas été une mince affaire, parce que pour ça, on a créé des partenariats avec des opérateurs de téléphonie qui en fait permettent à tous les lecteurs de s'abonner via le forfait téléphone. Ce qui fait que c'est techniquement très simple. Et en plus de ça, pour pas que ça consomme trop de data, il y a la possibilité de télécharger une application qui permet de se faire des listes de lecture qu'on peut consulter hors ligne. Donc tout ça, ça fait que c'est assez facile d'utilisation. Le deuxième objectif, c'était de soutenir la filière du livre. Donc ça, tous les panélistes le savent mieux que moi, mais l'objectif, c'était de pallier à certaines difficultés que peut rencontrer la distribution du livre papier. Pour ça, on travaille avec environ 400 éditeurs sur le continent africain qui nous confient leurs ouvrages et on s'efforce de faire en sorte qu'il y ait le plus de visibilité possible pour ces ouvrages au-delà de tout type de frontières, c'est-à-dire hors des grandes villes et surtout à l'international. Et ça leur permet d'avoir des revenus additionnels et de la visibilité. Et surtout, l'objectif de YouScribe, c'était aussi de lutter contre le piratage, parce que comme vous le savez, c'est un continent qui a été, franchement, qui est traumatisé par le piratage. Et lorsqu'on propose de la vente à l'acte avec des fichiers numériques qui peuvent se télécharger et se promener dans la nature, il y a de grands risques de piratage. Or là, comme c'est en streaming, on ne peut pas sortir les fichiers de la plateforme. Et donc, le troisième objectif, et je pense que c'est vraiment de ça qu'on va parler aujourd'hui, c'était de valoriser la diversité de la création littéraire africaine contemporaine. Et donc, qu'un maximum d'éditeurs soient visibles auprès d'un plus large public possible et dans tous les pays dans lesquels on est présent, ce qui est vraiment un gros défi. Voilà, pour présenter un petit peu YouScribe. Merci, Bertie. Yamen ou Raphaël? Allez, je me lance. Je suis Yamen Manaï, je suis écrivain tunisien. Je suis publié aux éditions tunisiennes Elisade. Je suis l'auteur de 4 romans, La marche de l'incertitude, La sérénade d'Ibrahim Santos, L'amas ardent et plus récemment Bel Abîme, qui a fait l'objet d'une coédition d'éditeurs indépendants africains dans la collection Terre solidaire. Voilà, je ne sais pas si on aura peut-être l'occasion d'en dire plus sur moi et sur ce que je fais. Donc, je ne me vois pas passer 4 minutes à parler de moi. Donc, voilà, je cède la parole à Thierry. Avec plaisir. Merci à toutes et tous. Je suis content d'être avec vous. Je pense que je vous ai tous déjà croisés à différentes reprises. On a eu l'occasion de travailler ensemble aussi pour certains. Et bon, pour me présenter rapidement, donc je suis Raphaël Thierry. J'ai créé mon agence littéraire Egitna début 2023. Donc ça fait maintenant un petit peu moins d'1 an, bientôt 1 an. Donc une agence littéraire qui fédère une petite dizaine d'auteurs, donc soit des auteurs qui m'ont confié directement leurs œuvres, soit des textes qui m'ont été confiés par des maisons d'édition. Une maison d'édition en Argentine, une maison d'édition en Algérie, et par ailleurs, un partenariat avec les éditions Présence africaine, que en principe, je n'ai pas forcément besoin de présenter, mais qu'il est quand même toujours très important de souligner, sachant l'importance de ce catalogue historique qui se développe depuis 1949 et qui rassemble une immensité de classiques de la littérature, notamment africaine, mais aussi de la non-fiction, des essais,
qui peuvent être aussi liées à l'Afrique, consacrées aux questions postcoloniales, aux questions de la décolonisation. Avant ça, j'ai été chercheur pendant plus ou moins une quinzaine d'années, à travailler pas mal sur les dynamiques de l'édition, notamment au Cameroun, et les relations entre les corpus littéraires, les relations de force, notamment au sein de l'espace francophone, mais aussi les questions de la traduction, les questions de la circulation du livre, des littératures, des prix entre les différentes langues, pas seulement les langues européennes, bien sûr. Et tout ça me mène, je pense, assez naturellement à être connecté depuis toujours avec le travail de l'Alliance internationale des éditeurs indépendants et de bon nombre d'entre vous. Et ce thème de la découvrabilité me paraît aussi bien faire sens avec nos préoccupations peut-être communes. Merci. Merci, Raphaël. Merci à tous. Juste le temps pour moi de préciser aux participants qui sont là et en espérant que d'autres se joignent à nous, que nous aurons environ 1h15 d'échange avec nos panélistes et que nous réserverons 30 minutes pour la phase de questions-réponses. Et bien entendu, il y a le chat pour ceux et celles qui ont des questions, qui peuvent l'écrire dans le chat. Nous prendrons le temps de les répercuter aux différents panélistes. Donc voilà, alors je vais directement, Octavio, si tu le permets, nous serons tous les deux à jouer les modérateurs pour cette dernière session de ce cycle de 5 ateliers. Lancer la première question à Kenza, qui est la suivante. Kenza, alors en tant qu'éditrice, quelles sont les difficultés que tu as rencontrées pour donner à tes livres une plus grande visibilité sur le web? Quand on est au Maroc, on est d'emblée dans une périphérie, que ce soit par rapport à la production francophone ou à la production arabophone. Donc, on est en dehors des centres. Donc, moi, ce que j'ai commencé par faire, c'est de me référencer sur Dilicom, puisque l'essentiel de mes livres sont en français. Et pour les livres qui sont en arabe, j'ai un peu triché, je les ai transcrits aussi sur Dilicom en caractère latin. Ça m'a donné quasiment aucune vente, mais ça a le mérite d'exister. J'ai, au bout de 10 ans, signé un partenariat avec Kern. Et donc là, je suis vraiment très contente parce que pour nous, c'est une reconnaissance de ce qu'on fait en sciences humaines. Donc voilà un peu pour ma visibilité numérique, mais voilà, on est obligé d'être très très actif. La principale contrainte, je me la suis auto-imposée parce que je refuse de payer les GAFAM pour faire de la publicité parce que j'estime que c'est trop cher et que c'est court-termiste. Les témoignages que j'ai recueillis de la part de collègues qui ont payé des campagnes de communication sur les réseaux sociaux, ils étaient contents du résultat tant qu'ils payaient et puis dès qu'ils arrêtaient de payer, il y avait un effondrement. Et moi, j'estime que voilà, les fonctionnalités gratuites des réseaux sociaux, donc on est sur Facebook, Twitter et Instagram, ça nous suffit largement parce que notre but, c'est vraiment de reconstruire un lectorat au Maroc. Donc, ce qui m'importe beaucoup plus, c'est la proximité avec ma communauté, avec mes communautés. Et cette proximité, on la travaille grâce à ce qu'on met en ligne, mais il n'y a aucune raison de payer plus pour toucher des robots, en fait. Donc, ça ne nous intéresse pas. On essaye donc de faire parvenir de la façon la plus précise possible les infos par le biais des newsletters qu'on fait une fois par mois, mais aussi des relais associatifs. Et puis, le fait de faire des livres collectifs comme on forme des jeunes qui participent à des livres collectifs, ça nous permet d'étoffer notre diffusion et en nous appuyant sur leur réseau, comme ils sont très contents d'avoir fait des livres et que ça les a parfois aidés à trouver du travail.
on peut vraiment compter sur leur dynamisme et leur fierté d'avoir participé à des livres, donc justement pour les faire circuler. Alors, je voulais mentionner qu'on a eu une brève expérience avec YouScribe pendant quelques années, au bout desquelles on a arrêté aussi parce que en fait, YouScribe, effectivement, c'est un beau projet, mais c'est trop généraliste par rapport à ce que nous, on fait. Quand on est vraiment très orienté dans le journalisme narratif ou les sciences humaines et sociales, on ne trouve pas notre public à travers la façon dont YouScribe atteint sa cible. Je me suis même demandé si le fait de passer par des opérateurs téléphoniques, Bertie, vous allez peut-être pouvoir m'éclairer là-dessus, peut être un frein. Parce que j'ai eu le sentiment que ils étaient ravis de relayer ce qui pouvait être de l'ordre de l'édition jeunesse, mais dès qu'il s'agit d'un contenu qui peut être un peu politique tout de suite, c'est certainement pas ce qui va être mis en avant. Donc, au bout de plusieurs années où on se dit a priori il y a une sédimentation de visibilité, nous avons reçu le virement de 0,014 euros. Je dis pas ça pour me moquer, c'est de l'autodérision. Hein. Voilà. Je sais pas à quel moment, si c'était, donc j'imagine après le prélèvement des taxes qui font fonctionner YouScript. Bertie, là encore, vous allez devoir apporter quelques précisions. Donc vraiment pour dire que c'était pas quelque chose qui a été opérationnel pour nous. Une autre difficulté, ça a été d'animer nos communautés parce que l'idée, quand on poste des choses sur les réseaux sociaux, l'idée c'est que ça soit pas uniquement à sens unique. Mais à chaque fois qu'on a essayé de lancer des défis de lecture, au-delà du simple j'aime ou c'est cool ce que vous faites, ça allait pas plus loin. C'est-à-dire que dès qu'on invitait les gens à avoir une participation un petit peu plus construite, un petit peu plus développée, là, ça faisait des bides monumentaux. Donc, voilà, c'était pas opérationnel. Et le dernier défi auquel on est confronté, c'est de refondre notre site internet avec celui d'Open Shabbat, vraiment pour le positionner de manière plus pertinente, pour faire comprendre aux gens quel type d'éditeur on est. C'est-à-dire qu'on n'est vraiment pas l'éditeur généraliste qui va attendre que des manuscrits arrivent, mais beaucoup de projets, de plus en plus, on les suscite dans le cadre de projets de formation, ce qui nous amène évidemment à travailler sur très peu de projets, mais à centrer vraiment l'essentiel de notre activité sur la formation et sur la médiation. Donc voilà. D'accord, merci à toi, Kenza. Octavio, est-ce que tu prends le Oui, relais? oui, merci Annie-Josée. J'avais une question pour Yamen maintenant, un peu dans la même ligne. Yamen, dans ton expérience en tant qu'auteur, quelles sont les difficultés que tu as rencontrées en termes de visibilité, en termes de la découvrabilité de tes ouvrages? Alors, je suis l'auteur de 4 romans et mes 2 premiers romans ont été, pour ainsi dire, quasiment confidentiels. Déjà parce qu'en France, la littérature francophone est mise à part. Il faut vraiment acquérir sa notoriété, je pense, à travers des choses sur lesquelles je reviendrai. Mais en tout cas, pour mes 2 premiers romans, en France, j'étais quasiment inconnu. J'avais un volume de vente faible. Et en Tunisie, à cause de la situation du livre, ben, j'avais des volumes de vente encore plus faibles. Et pour rien vous cacher, je pense que la moitié des ventes étaient dues aux achats que faisait ma mère auprès de mon éditeur. Et après, en fait, elle distribuait mes livres elle-même en les offrant. Euh, Ce qui a fait que la donne a changé pour moi, c'est le prix des 5 continents de la francophonie qui m'a été décerné en 2017 par l'OIF pour mon 3e roman. Euh, et euh, et l'intérêt qu'a comporté pour moi quelques personnes qui ont une certaine notoriété dans le monde de la littérature, et notamment, par exemple,
des articles assez sympas ou des encouragements de personnes de valeur comme Le Clésio, par exemple, qui a dit beaucoup de bien de mon troisième roman. Donc, ça m'a valu une certaine reconnaissance, un intérêt, par exemple, de la collection J'ai lu en France, qui diffuse en masse le livre de poche. Euh, et donc, ça m'a permis d'intégrer cette collection. Et en Tunisie, ça m'a permis aussi euh, d'attiser la curiosité de mes compatriotes. Cette reconnaissance venue de l'extérieur, cette reconnaissance à résonance internationale, a intrigué les Tunisiens et a permis donc de doper le volume de vente. Ensuite, pour mon quatrième roman, ce qui lui a permis encore d'être visible, ben, c'est le tremplin qu'a constitué mon troisième roman dont je vous viens de parler, et aussi une succession de prix intéressantes comme le prix de l'Institut du monde arabe ou le prix Orange Afrique du livre. En fait, pour vous dire, la découvrabilité, elle va de pair avec, et la visibilité, elle va de pair avec la carrière de l'écrivain. Plus on continue de travailler, je pense, plus on publie et plus notre travail récolte des reconnaissances à terme. Et il ne faut pas que j'oublie, dans ce contexte-là, de rendre hommage aussi à ma maison d'édition tunisienne qui a grandi aussi avec moi, la maison d'édition Elisade, qui était pour mes deux premiers romans diffusés par un petit diffuseur en France qui n'avait pas la faveur des libraires et qui, de récompense en récompense, de reconnaissance en reconnaissance, a réussi à changer de diffuseur, à avoir une dimension plus importante et à acheminer ses livres dans des endroits où il ne parvenait pas à le faire auparavant. Euh, Voilà, je pense que c'est ça, en fait, l'expérience que j'ai eue en termes de visibilité, Euh, sachant aussi qu'il y a un événement assez heureux qui a participé à l'intérêt qu'on a porté à mon écriture. C'est le printemps arabe de 2011 qui a démarré en Tunisie et pour lesquels on avait envie d'entendre des voix tunisiennes et de savoir ce que les écrivains tunisiens avaient à dire et surtout ce qu'ils ont écrit dessus. Et moi, j'ai eu la chance de traiter de la question tunisienne, de la société tunisienne. Et ça m'a ouvert aussi des portes et des invitations. Merci, Yamen. Et est-ce que tu as développé des stratégies numériques aussi pour accroître la visibilité de ton travail, par exemple sur les réseaux sociaux? Alors, j'avoue que j'ai l'impression que ça ne fonctionne pas. J'ai un compte Instagram, j'avais un compte Facebook avec, à l'époque, je pense, plus de 5000 amis. Mais en réalité, ça n'avait pas d'incidence sur, euh, sur le volume de vente. Je ne voyais pas quelque chose de direct s'opérer dessus. Je n'avais pas l'impression que les personnes qui suivaient sur les réseaux sociaux étaient euh, des gros lecteurs pour la plupart. Il y avait plutôt je dirais, des badauds numériques qui passaient par là, qui ont envie de voir et sans vraiment convertir la curiosité du clic en un véritable temps de lecture. Donc, j'ai un avis mitigé sur l'intérêt des réseaux sociaux, en tout cas à mon échelle. J'ai pas l'impression que ça m'a réellement apporté, mais j'ai l'impression que c'est un indispensable aujourd'hui. En tout cas, énormément d'éditeurs sont actifs et ils ont bien raison de l'être. Euh, et, euh, et souvent, on me demande aussi de faire des publications sur
sur mes réseaux sociaux pour dire que telle traduction est tombée, que tel événement est organisé. Mais voilà, le taux de conversion reste minime, mais voilà, c'est mieux que rien en termes de visibilité. Mais voilà, j'ai l'impression que ça ne vaut pas peut-être une bonne émission de radio ou un bon article dans la presse où on a le temps d'expliquer, de dire les choses et surtout de s'adresser à un public qui est habitué de ces rendez-vous, que ce soit radiophonique ou télévisuel ou de la presse. Merci, Yamen. Annie-Josée? Oui, alors, je vais m'adresser à toi, Raphaël, qui a étudié en profondeur la scène africaine du livre. Comment est-ce que tu décris la situation en termes de découvrabilité en ligne? Et pour lancer un peu le débat, est-ce que tu confirmes, toi, l'impression de Yamen qui parlait du taux de conversion et de son expérience avec les réseaux sociaux tout à l'heure? Merci. Oui, c'est qu'en fait, je voulais rebondir sur ce que vient de dire Yamen. Il y a vraiment deux dimensions qui me paraissent importantes. C'est d'une part la dimension sociale de la littérature en ligne et de la visibilité des auteurs. Dans la recherche, on parle de l'octorialité, cette manière que peuvent avoir les auteurs aussi de se mettre en scène, de se mettre en lumière à travers les espaces qui sont à leur disposition. On parle d'Instagram, Facebook, Twitter et tant d'autres, hein, puisque ça se multiplie aujourd'hui, mais qui contribuent, de mon point de vue, un peu à cet environnement. On fétichise aussi la littérature, et ça, c'est quelque chose qui est ancien, qui a toujours existé. Ça ne veut pas forcément dire que c'est significatif de vente et d'accès à un marché, à des flux de vente et à une conversion, comme disait Yamen. Donc, au sens large, si je parle de mon observation de l'immensité des marchés du livre à travers le continent africain, je dirais déjà que je suis bien incapable d'en saisir la globalité. C'est trop vaste et trop varié. Après, au niveau des points que j'ai pu observer au Cameroun pendant quelques années notamment, c'est vraiment intéressant de voir qu'on n'échappe pas tellement, je trouve, à la physicalité du livre et que on peut parler de numérique et de toutes les stratégies d'accès au livre, mais tant que quelque part les foyers de rencontres, de visibilité, de circulation des professionnels, des auteurs, qui j'inclus dans les professionnels, la circulation du livre, la circulation des droits, qui est mon cœur de travail, et la circulation de l'information, tant que tout ça n'est pas lié aussi à des rencontres à un moment physique, je trouve que la dimension économique s'estompe un peu. Et on peut presque tomber un moment sur quelque chose d'un peu abstrait, d'auteurs qui ont des vraies communautés autour d'eux, mais dont les livres ne sont pas toujours très accessibles, n'ont pas un poids dans les ventes, ou par ailleurs un déficit d'information professionnelle. Et là, je vais plutôt parler de mon travail. Je suis toujours en quête de découverte de catalogues et de guides de droit pour un peu comprendre ce qui se publie où, qu'est-ce qui est à ma disposition en termes de relations, de réseaux et de possibles collaborations. Et c'est vrai que, si je suis très honnête, ce qui ressort systématiquement, c'est quand même une forme d'omniprésence des opérateurs du Nord. Et je veux pas tomber dans un vieux clivage. C'est plutôt intéressant d'observer quelles sont les stratégies des éditeurs dans les différentes langues à travers le continent africain aujourd'hui pour émerger dans des flux d'informations qui nous submergent et pour exister internationalement à travers des outils professionnels qui peuvent donner accès à des plateformes en termes de vente de droits, de circulation du livre et puis d'économie du marché tout simplement, hein, parce que je pense qu'on est aussi dans des questions très simplement marketing ici, et c'est pas forcément grossier de le dire. Et puis c'est intéressant aussi d'observer la diversité quand on regarde du côté de l'Afrique anglophone, des foyers comme le Nigeria, et encore le Nigeria, je pourrais parler plutôt de certaines villes au Nigeria,
des villes ou des événements. Je pense au festival Ake qui se tient pendant le mois de novembre, la foire du livre de Nairobi qui met en œuvre des moments clés avec des outils numériques pour la valorisation des catalogues sur place, et parfois des événements francophones qui ont une dimension un peu plus linéaire, avec peut-être un petit déficit, je le note, d'outils professionnels qui peuvent aider les professionnels internationaux à se saisir de cette diversité des outils des outils numériques qui peuvent faciliter le business, j'ai envie de dire le business tout simplement. Et une fois de plus, je trouve pas que c'est mauvais de poser parfois ces termes-là aussi dans la discussion. Merci, merci Raphaël. Octavio? Oui, maintenant, une question pour Bertie. Bertie, tu expliquais avant que YouScribe est présent en France et dans 12 pays d'Afrique. Quels sont les défis que vous avez identifiés lorsqu'il s'agit de rendre les livres africains visibles? Alors, il y en a pas mal qui sont assez importants. Et en plus, le discours de Kenza est parfait parce que effectivement, c'est l'une des problématiques qu'on peut rencontrer sur certains types de catalogues. Donc, je dirais, j'en ai identifié à peu près 4 qui me semblent importants. Le premier, effectivement, c'est le volume de titres qu'on a sur YouScribe. C'est-à-dire que les algorithmes sont ainsi faits que, donc évidemment, on propose des solutions qui essaient d'aller contre ça, mais les algorithmes spontanés sont faits de telle manière que plus on est lu, plus on a de visibilité, plus on est lu. Et forcément, il y a des inégalités en termes de volume sur les catalogues d'éditeurs qui sont très importantes. Donc forcément, un catalogue qui a plusieurs milliers de titres par rapport à un catalogue qui en a une dizaine, si nous, on ne fait rien de notre côté de manière proactive et manuelle ou en développant des solutions d'algorithmes de recommandation alternatifs, en fait, il y aura une relative stabilité dans les top titres et dans les tendances de lecture. Donc ça, c'est vraiment un premier défi qui est très important et je parlerai ensuite probablement de ce qu'on essaie de mettre en place pour contrer ça. Le deuxième défi, c'est précisément d'être présent dans 13 pays. Parce que, en fait, notre objectif, et pour que ça marche vraiment, c'est qu'en fait, il faut qu'on propose, entre guillemets, les bons titres aux bons lecteurs, au bon moment, dans les bons pays. Donc, en fait, comme pour le moment, on fait beaucoup de choses encore manuellement, ça demande, en fait, énormément de temps, énormément de connaissances et beaucoup de métadonnées aussi pour permettre d'avoir des stratégies de mise en avant qui sont vraiment rationnelles et qui fonctionnent. Et en plus, donc là, on a parlé des 13 pays, mais en plus d'être présent dans 13 pays, et ça, c'est pour répondre aussi un petit peu à Kenza, c'est qu'effectivement, on a commencé par une adresse très grand public avec les opérateurs de téléphonie, mais on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait d'autres choses qui marchaient également très bien. C'est des partenariats directs avec différents types de structures, donc des institutions, type des bibliothèques, des universités, des lycées. Et tout ça, ça se développe de plus en plus. Et précisément pour ces partenaires, on ne peut pas présenter un catalogue tel qu'il est actuellement présenté sur YouScribe. Il y a trop de contenu et on perd énormément de profondeur du catalogue sur certains segments. Typiquement, les sciences humaines, des contenus assez poussés, qui sont parfaits en fait pour certains partenaires, mais qui peuvent être noyés dans la masse. Donc ça, c'est typiquement un des gros défis. Je dirais un autre gros défi, c'est l'inégalité de la qualité des métadonnées que nous transmettent les éditeurs. C'est-à-dire qu'en fait, on a des éditeurs qui nous transmettent des métadonnées de type ONIX qui sont extrêmement fournies, qui vont jusqu'à un 3e niveau de précision. Et à l'inverse, on a des éditeurs qui nous envoient un PDF et une couverture, point. Et donc, c'est à nous, manuellement, en fait, de rentrer les métadonnées. Et vous imaginez bien que, malgré toute notre bonne volonté, il y aura forcément une inégalité dans comment les ouvrages vont ressortir lorsque l'on se promène sur YouScribe. Voilà, donc ça, c'est vraiment important. Et même lorsqu'on nous transmet certaines métadonnées, en fait, c'est surtout orienté pour le lecteur final, mais pas forcément pour les moteurs de recherche. Donc, ça ne va pas non plus forcément être extrêmement efficient. Ensuite, ce qui en découle aussi, c'est dans la transmission des fichiers numériques, il y a des inégalités. C'est-à-dire que parfois, on nous transmet des PDF qui sont en fait des pré-imprimés, où il y a encore les lignes de coupe, des couvertures qui ne sont pas... Parce qu'en fait, sur une bibliothèque numérique, il y a aussi une forme de guerre de l'image. Donc, en fait, c'est des couvertures qui ne sont pas non plus forcément adaptées aux bibliothèques numériques. Donc, en fait, tout ça, ça joue aussi. Et si nous, manuellement, vraiment, et de manière pro-volontariste, on ne compense pas ces inégalités, ça se ressent, en fait, dans les
dans les revenus des éditeurs concrètement. Et le quatrième défi, je pense que Raphaël Thierry ça doit lui dire quelque chose. En fait, on se rend compte qu'on a pas mal d'éditeurs partenaires, notamment des éditeurs algériens. Là, je les ai en tête vu qu'on est allé aussi là il n'y a pas longtemps, qui en fait parfois ont édité des auteurs algériens qui ont de vraies renommées en fait dans leur pays et sur le continent africain, mais ils ont cédé les droits à des éditeurs français et en fait, ils ont cédé tous les droits numériques. Y compris sur le continent africain. Parce qu'au moment où les contrats ont été signés, il n'y avait pas de possibilité d'exploiter les droits numériques. Ils n'avaient pas la possibilité de le faire eux-mêmes. Donc, ils se sont dit, bon, bah, les éditeurs français auront peut-être plus de possibilités de faire vivre d'un point de vue numérique ces ouvrages. Et en fait, c'est extrêmement dommageable parce qu'en fait, il y aurait beaucoup de potentiel pour ces titres et on ne peut pas. Alors, soit nous, on a des partenariats avec les éditeurs français. Donc, dans ces cas-là, on peut compenser, mais parfois pas. Donc ça, c'est un conseil que je donnerais, c'est de garder vraiment les droits numériques, au moins pour son pays ou le continent africain. Donc voilà, ça, c'est 4 gros défis auxquels on fait face continuellement. Après, si j'ai encore 1 minute peut-être, je voudrais quand même rajouter un élément de contexte qui est important à comprendre. C'est qu'en fait, si on regarde ce qui surperforme sur le continent africain, malgré tous les défis que je viens d'énoncer, ce sont en fait les éditeurs africains en littérature. La littérature canadienne, française, etc. ne fonctionne pas du tout sur le continent africain. Donc ça, il n'y a pas de difficulté malgré les défis énoncés. La difficulté qu'on a, c'est que c'est souvent les mêmes qui sont dans les top titres. Donc c'est à nous d'essayer de révéler un maximum d'éditeurs sur le continent africain. L'autre enjeu, c'est de les valoriser en France. Et donc pour ça, on a essayé de mettre en place aussi un certain nombre de choses, mais c'est un défi à part entière. Et voilà. Et là où les éditeurs effectivement internationaux, français par exemple, canadiens, etc., ont un boulevard entre guillemets en termes de visibilité sur le continent africain, c'est là où il y a des manques dans l'offre éditoriale actuellement disponible. Donc c'est-à-dire soit de la ressource professionnelle, soit du développement des livres pratiques, du développement personnel, de la littérature de genre. Enfin voilà, il y a quelques créneaux comme ça et encore ça change. On a de plus en plus de propositions d'éditeurs vraiment africains qui nous proposent maintenant des ouvrages dans ces domaines-là. Mais effectivement, dès qu'il y a un manque, là, c'est un boulevard pour des éditeurs français ou canadiens. Voilà un petit peu des premiers défis. Merci Bertie et Annie-Josée. Oui, alors Kenza, au regard de ce que Bertie disait tout à l'heure, je pense qu'elle a abordé la question des droits, qui est particulièrement présente dans le numérique. Comment est-ce que les éditeurs maghrébins abordent la question des livres numériques et des livres audio? Est-ce que la question des droits est présente également dans le Maghreb? Alors, oui, c'est une question qui est de plus en plus présente parce qu'on voit ce qui se fait ailleurs, parce qu'on voyage aussi dans les foires internationales et on voit que c'est aussi quelque chose qui prend une part de plus en plus importante en termes de marché, mais aussi en termes de questionnement à la fois technique, juridique, etc. Donc, il y a beaucoup d'intérêt et beaucoup de curiosité, mais à l'heure actuelle, au Maroc, on n'a pas de marché pour ça. Donc, il y a un essor de l'édition numérique, mais elle est essentiellement le fait d'institutions publiques qui doivent produire des rapports et les rendre accessibles en ligne. Donc, ils les mettent en ligne sur leur site, mais gratuitement. Donc, il y a bien un numéro de dépôt légal. Mais c'est pas du tout quelque chose de commercial. Alors, il y a une maison d'édition qui s'est lancée, les éditions du Manifeste, qui ont proposé à la fois de numériser les catalogues des collègues marocains, mais qui produisent aussi ils sont au début, donc ils existent depuis quelques années et ils commencent à avoir un petit catalogue, mais ils disent que c'est vraiment extrêmement difficile et qu'ils vivent de la prestation de services, justement de la réalisation des fichiers. En fait, la question du numérique, elle est un peu biaisée vu l'importance du piratage qu'il y a dans le pays parce que c'est devenu un phénomène
complètement endémique et du coup, les éditeurs ont souvent la crainte que les livres finissent directement en ligne avec, piratés. Donc, des mois de travail, d'édition, de correction, etc., de montage partent comme ça sans possibilité de rétribution financière euh, vu la rapidité avec laquelle les PDF circulent. Alors, moi, je me suis toujours posé une question par rapport au piratage parce que je reçois quasiment tous les jours des PDF que je n'ai pas sollicités. Déjà, il y a très, très peu de contenu marocain qui circule. Donc, c'est vraiment des choses extrêmement grand public, de l'édition internationale. Mais à quel niveau on a le PDF? C'est-à-dire, est-ce que c'est un PDF vraiment final? Donc, ou est-ce que c'est un exemplaire de travail qui a fuité? Donc, il y a la question de la fiabilité de ce qui circule en ligne. Donc, voilà un peu sur la question du numérique. Et alors, pour le livre audio, nous, on a surtout une dynamique de podcast avec l'idée qu'il y ait des contenus enrichis plutôt format débat autour du livre avec un auteur et puis mise en résonance avec des intervenants sur le même sujet, etc. Plus de type émission que plutôt vraiment le livre audio réellement miroir d'un texte papier. Voilà. Alors, je sais que le Fennec s'est lancé dans le livre audio et je crois qu'ils les vendent en parallèle du livre papier. Mais à ma connaissance, ce sont les seuls pour des livres pour l'instant en français, si mes informations sont bonnes. Donc, ça reste vraiment quelque chose de très, très, très embryonnaire au Maroc. On peut espérer que ça se développe parce que ça peut être effectivement un moyen très intéressant d'amener les gens vers le livre. Et pour le coup, là, des initiatives comme celle de YouScribe ou d'autres plateformes peuvent être vraiment très, très intéressantes, mais pour l'instant, ça n'existe pas. D'accord, merci. Mais il me semble que YouScribe est en train a passé récemment un partenariat avec le Maroc. Le Maroc fait partie des pays qui font partie de la liste de Oui, YouScribe tout récemment. Pas si récemment que ça, hein. Enfin, ça D'accord. fait plusieurs années, il me semble, hein, qu'ils sont dans le paysage avec des opérateurs téléphoniques et puis je crois des universités, des écoles. En tout cas, je les vois sur tous les salons du livre. Vous avez une équipe extrêmement dynamique et très douée pour le démarchage. Donc, c'est vraiment intéressant. Après, au niveau c'est peut-être Bertie qui va préciser au niveau des retours qu'elle a des lecteurs sur place, voilà, de qu'est-ce qu'ils demandent. D'accord. Octavio? Oui, merci Annie-Josée. J'avais une question pour Yamen, puisque Kenza parlait du numérique. Est-ce que, Yamen, comment envisages-tu l'avenir du métier d'écrivain à l'ère du numérique? À un moment où il y a tellement de supports, de formats comme le PDF, l'EPUB, les livres audio, etc. Tu penses que ces technologies changent vraiment la nature profonde de l'écriture et du métier de l'écrivain, ou bien il s'agit juste d'un outil comme les autres? Alors, je vais parler très concrètement d'une expérience que j'ai avec un éditeur américain qui a acheté les droits de traduction de mon troisième roman qui s'appelle La main ardente et qui le publie à la fois en physique et en numérique et avec des fois des politiques de promotion autour du format numérique pour la diffusion sur les liseuses. En 2 ans, on était à quasiment 13 000 ou 14 000 exemplaires écoulés et 80%, 70% à peu près de ce chiffre est dû à la diffusion au format numérique.
c'est un mode de consommation qui est très répandu dans le monde anglo-saxon, peut-être un peu plus que dans l'espace francophone. Et c'est un mode de diffusion qui est complémentaire au livre physique. Il faut croire que les habitudes évoluent. Je ne vais pas dire qu'elles changent. Je pense que le livre papier a toujours une présence particulière et un attrait particulier que le livre numérique n'arrivera pas à remplacer. Mais il y a des personnes qui aujourd'hui consomment le livre de cette façon. Et il ne faut pas le négliger, c'est une façon de leur transmettre. Euh, donc ça, c'est par rapport à la diffusion, et je pense que ça a plus attrait au métier d'éditeur que d'écrivain. Est-ce que le numérique change le métier de l'écrivain? On a entendu parler de l'avènement des intelligences artificielles, de leur contribution à, à l'écriture peut-être. Euh, Très honnêtement, je ne le pense pas. Je pense que ces intelligences, ces programmes n'ont pas les tripes qu'un écrivain se doit d'avoir pour écrire un bon texte et que même les voyages virtuels qui nous permettent d'aller à un endroit pour peut-être récolter des informations ne valent pas le vrai voyage. Euh, pour mon troisième roman qui s'appelle La main ardente, encore une fois, j'ai une partie du récit qui se passe au Japon. J'aurais pu me contenter de visiter le Japon virtuellement via Internet, de prendre des informations qui m'étaient nécessaires, de voir par les street view les endroits que j'avais envie de visiter. Mais je savais très intimement que je ne pouvais pas restituer l'ambiance et l'atmosphère que je voulais pour le livre si je ne me déplaçais pas physiquement là-bas. Donc, mais en revanche, pour certains types de recherches historiques, scientifiques, si on a besoin de documenter son livre à l'image d'un chercheur, on peut y trouver matière. Donc, c'est un outil, ça ne change pas réellement la donne, mais je pense que pour l'éditeur, il faut penser à la diffusion numérique, notamment pour les marchés en mutation. Et sur l'Afrique, par exemple, ce que je constate aussi, c'est qu'il y a très peu de librairies, très peu de circuits de diffusion, et que peut-être le format numérique peut se substituer à ce manque de points de vente, à ce manque de ce réseau, et peut faire parvenir directement le livre, sachant que beaucoup d'Africains n'ont pas de librairie, mais ont des smartphones, ont des connexions Internet. Merci, Yamen. Annie-José? Oui, alors Raphaël, toi, est-ce que tu vois des opportunités spécifiques pour les livres africains en termes de découvrabilité aujourd'hui? Euh, Évidemment, tout à l'heure, je parlais de la physicalité qui était à laquelle on n'échappe jamais. Je trouve que il y a un grand déficit de d'opportunités quand se tient un salon du livre dans la mise en valeur des participants, des catalogues, des guides de droit, euh, des, des contacts. C'est assez rare en fait d'avoir accès à des plateformes qui nous permettent à nous professionnels, là je parle vraiment pour les professionnels qui sont impliqués dans les questions de vente, cession, circulation des droits au sens large. C'est parfois très difficile de savoir qui est présent, comment. Et puis, c'est pas seulement savoir qui est présent, c'est savoir quelles informations sont à notre disposition, à quel moment on y a accès, qui y a accès, euh, et comment on peut mettre en œuvre des échanges professionnels à partir de là qui peuvent contribuer à des circulations de droits. Euh, il est évidemment question, comme on l'évoquait plus haut, de ces engagements d'éditeurs qui peuvent conserver des droits territoriaux, mais je pense qu'au sens large, il s'agit de réfléchir de manière peut-être plus vaste que le seul espace francophone de langue française et se dire qu'on est dans un cadre
marché international avec des standards qui sont les mêmes partout pour la circulation des droits, en tout cas avec des professionnels internationaux qui vont chercher des informations spécifiques où qu'ils se trouvent. Puis je peux donner une anecdote. Il n'y a pas longtemps, je suis invité au Kenya, à la foire du livre de Nairobi, et une scout d'une maison d'édition allemande voit que je diffuse l'information sur mes réseaux sociaux et me prie de lui faire remonter toute piste de livres intéressants qui pourraient euh, faire matcher avec son catalogue. Et ça m'a un peu interrogé justement sur le besoin de passerelle et le besoin d'intermédiaire, et, et de s'interroger aussi sur est-ce que la réflexion est la même quand on parle d'un salon du livre, de la foire du livre de Francfort? Est-ce qu'on parle de la même chose quand on parle du, euh, du marché des droits qui est organisé au mois de juin par le BIEF? Quelles sont les modalités d'accès à ces catalogues d'éditeurs au Nord? Et est-ce que les mêmes réflexes d'accès aux livres à travers les forums du livre, les marchés, les foires du livre sont bien en place? Est-ce que les outils sont en place? Qu'est-ce qui nous facilite l'accès, la découvrabilité de ces livres et de ces droits? Et ça, c'est quelque chose qui est souvent un peu déficitaire, je trouve. Il y a des très très beaux salons du livre. Je pense notamment au Salon du Livre de Rabat, par exemple. Mais on a un petit déficit, je trouve, d'outils professionnels qui peuvent nous aider à, à saisir des opportunités, à nous connecter avec des éditeurs. Et je pense que beaucoup d'éditeurs gagneraient à avoir conscience de l'immensité de la curiosité des marchés de la traduction auprès de leur catalogue, et au final du fait qu'il n'y a pas de fatalité vis-à-vis de l'édition française, et il y a pas mal de langues et de pays où les éditions Gallimard ne veulent pas dire beaucoup plus qu'une maison d'édition qui soit basée à Bamako ou à Yaoundé. Donc c'est peut-être quelque chose que je veux souligner ici, c'est ce besoin de renforcer des outils standards en ligne autour des salons du livre qui peuvent faciliter cette circulation des droits et offrir des opportunités de droits et de circulation, une fois de plus, aux éditeurs. Merci, Raphaël. À toi, Octavio. Oui, une question pour Bertie. Bertie, avant, tu avais mentionné ces 4 grands défis. Dans ce contexte, comment YouScript promeut-il les œuvres des auteurs et des éditeurs et éditrices africains? Alors, donc c'est un chantier qui est vraiment un peu infini, hein, et qui est clairement le cœur en ce moment de notre travail et de notre réflexion. Donc, on est en train de tenter différentes pistes. La première, et qui répond un peu à ce que disait Kenza, c'est effectivement dans la masse de titres, la profondeur de catalogue sur des segments précis se perd. Et ça peut décevoir des partenaires et s'en ressentir en termes de revenus pour les éditeurs, qui sont entre guillemets moins grand public. Et donc maintenant, en fait, qu'on a commencé à travailler en direct avec pas mal de partenaires, d'institutions, etc., ils nous ont fait savoir que l'une des conditions, c'était qu'on trouve un moyen de valoriser justement les profondeurs de catalogue sur ces segments. Et du coup, on a créé des sortes de bouquets, c'est-à-dire c'est des mini YouScribe qui sont vraiment précis sur la demande du partenaire. C'est-à-dire si c'est un lycée, ce sera vraiment les contenus éducatifs. Si c'est une université, ça sera vraiment les ressources professionnelles dans les disciplines dans lesquelles ils ont des étudiants. Là, par exemple, on est en train de travailler sur un bouquet jeunesse, parce que les contenus jeunesse, clairement, n'arrivent pas pour le moment très bien à émerger sur YouScribe. Là, on est en train de travailler sur un bouquet littérature africaine, parce qu'on a de plus en plus de demandes de la part de certaines communautés, certaines diasporas africaines, on va dire, en France, qui nous demandent de plus en plus d'avoir accès à la littérature africaine. Et en fait, ils trouvent que, pareil, elle n'est pas assez visible sur YouScribe actuellement. Parce qu'il y a trop en fait de contenu. Donc ça, c'est vraiment une piste qu'on est en train d'élaborer. Donc on a créé déjà nos premiers bouquets. Et effectivement, en fait, je pense même qu'on n'avait pas anticipé à quel point vraiment ça permet vraiment en termes de découvrabilité des ouvrages. On y croit beaucoup. Après, maintenant, il faut être là où, enfin voilà, il faut aussi aller chercher ses partenaires. Donc ça, c'est un autre enjeu. Sinon, en fait, ce qu'on essaie de faire, il y a une partie qui est très manuelle,
C'est donc des mises en avant adaptées aux différents pays. On en fait régulièrement, on fait des sélections tous les mois, etc. Mais en fait, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose parce qu'en fait, on se rend compte que si on veut que ça soit vraiment efficace, en fait, il faut qu'on mette en place des outils d'analyse des impacts de nos mises en avant, en fait. Parce que sinon, on se rend compte que parfois, on fait des coups dans l'eau et que c'est vraiment dommage. Je vous donne un exemple. Il y a des éditeurs bon, africains, par exemple, qui se développent très bien sur YouScript. Ils n'ont pas besoin de nous. Les contenus ressortent naturellement. Il y a d'autres éditeurs. On décide de les mettre en avant un mois. Il y a un boost de revenus qui est immédiat, qui peut aller jusqu'à 2 fois, 3 fois les revenus. Et en fait, 2 mois plus tard, ça rechute. Il y en a d'autres, à l'inverse, il faut les mettre plusieurs fois en avant parce que sinon, ça ne ressort pas. Mais en revanche, après, ça dure. Donc, en fait, c'est tellement inégal qu'on a besoin aussi de travailler des outils qui nous accompagnent avec de l'intelligence artificielle et donc de nouveaux algorithmes de recommandation aussi un peu plus fins pour nous accompagner là-dedans et surtout qu'on essaie de mettre en place des systèmes de rotation entre les éditeurs, etc. Donc, voilà, ça, c'est vraiment un gros chantier qu'on s'adapte un peu aux différentes typologies d'éditeurs en termes de réactivité de l'usage. Et donc, ce qu'on est en train en ce moment d'essayer de faire, c'est de développer un peu plus la découvrabilité des ouvrages. Donc, je vous parlais des mots-clés, par exemple, qui sont ce qui permet le plus de trouver les ouvrages sur YouScribe. Actuellement, clairement, on a beaucoup d'éditeurs sur le continent africain qui ne nous en donnent pas. Et du coup, nous, manuellement, on a du mal à compenser ça. Et il y a des inégalités. Donc là, on est en train d'avoir tout un projet d'enrichissement des mots-clés pour que les ouvrages puissent beaucoup plus ressortir. Donc, je ne vais pas entrer dans le détail, mais en gros, c'est vraiment important. De développer des algorithmes de recommandation, cette fois plus sur les goûts, des similitudes un peu de goût, c'est-à-dire, par exemple, si vous aimez cet ouvrage, vous aimerez aussi celui-là parce que d'autres lecteurs qui ont aimé cet ouvrage aiment aussi celui-là. Mais pour ça, ça veut dire qu'il faut vraiment qu'on enrichisse nos métadonnées. Et là, on a un projet alors là, pour le coup, auquel on croit beaucoup. C'est un projet sur la découvrabilité, en fait, pour lequel on a obtenu des financements. En fait, ce qu'on va essayer de faire, c'est donc, on va développer une intelligence artificielle, en fait, qui va nous permettre, en faisant une analyse de l'ouvrage, de générer automatiquement tout un nuage sémantique de mots-clés, qui est beaucoup plus riche que ce que nous, on pourrait faire manuellement. Et de l'autre côté, en fait, on va analyser la récurrence en fait, des mots-clés les plus usités, mais cette fois par pays. Et on va pouvoir créer des rapprochements en se disant, par exemple, OK, dans ce titre-là, l'intelligence artificielle a trouvé le mot argent. En Côte d'Ivoire, par exemple, les mots les plus requêtés en lien avec l'argent, c'est ceux-là. Au Cameroun, les mots les plus requêtés en lien avec l'argent, c'est ceux-là. Et en fait, on va établir des correspondances pour que ça fasse en fait ça va générer en fait un nouveau jeu de métadonnées que l'éditeur pourra utiliser pour être présent plus généralement sur le web. Donc voilà, ça sera comme une sorte d'outil collaboratif en fait qui pourra aider à accompagner les éditeurs. Et peut-être après un dernier point auquel on croit aussi pas mal. Cette fois, c'est plus de l'événementiel numérique, entre guillemets. Donc, c'est être le plus présent possible pour les prix littéraires. Et surtout, là, on a créé en fait une rentrée littéraire africaine sur YouScribe avec nos éditeurs partenaires. Donc là, cette année, ce sera la 2e édition. En fait, on propose aux éditeurs intéressés, donc là, pour l'instant, il y en a eu plus d'une centaine qui ont participé, de nous indiquer 2 ouvrages particulièrement forts sur l'année en cours, enfin sur l'année qui vient de passer. Et nous, avec nos partenaires, on a construit tout un plan de communication autour de la valorisation de ces ouvrages. Et ça, il y a eu beaucoup, beaucoup d'impact et ça permet d'offrir aussi un espace médiatique autour du livre. Et cette année, la 2e édition, on va le faire en partenariat avec Babelio, qui est en fait un site, une communauté de lecteurs qui est très active, qui chronique les ouvrages. Et on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal d'éditeurs africains qui n'étaient pas présents, dont les ouvrages n'avaient pas de notice en fait, sur Babelio, alors qu'il y a une grosse communauté de lecteurs passionnés de littérature africaine sur Babelio. Donc, en fait, ils vont nous accompagner là-dedans pour avoir vraiment de la visibilité aussi auprès de cette communauté sur les ouvrages. Donc, voilà, c'est des tentatives un peu différentes qui touchent un peu à différents niveaux. Mais bon, voilà. On essaie de faire comme ça. Super, merci Bertie. Annie, José? Oui, alors Kenza, est-ce que tu aurais des recommandations à faire aux éditeurs du Maghreb
ou plus généralement ceux d'Afrique francophone? Ou des recommandations avec beaucoup d'humilité, enfin déjà se tenir au courant des pratiques sur le digital en termes de bon sens, c'est-à-dire être cohérent par rapport à son positionnement. On va pas sur TikTok si on a un catalogue qui s'y prête pas. Enfin, c'est pas parce que les ados sont sur TikTok que si nous on est en sciences humaines avec un propos beaucoup plus élaboré, on s'y retrouvera pas. Ça n'a pas de sens. On essaye de varier aussi ce qu'on poste sur les différents réseaux sociaux. Et surtout, ne pas oublier qu'on s'adresse d'abord à un public physique, même si on le touche via des réseaux numériques. C'est-à-dire que on édite à partir du Maroc, d'une grande ville comme Casablanca. On peut, pas- c'est à ce public qu'on s'adresse en priorité, même si on peut être lu ailleurs, à l'international, mais c'est d'abord à ce lectorat qu'on parle, donc pas prétendre parler à tout le monde parce qu'on est sur le numérique et qu'on n'a pas une personne en face de soi. Il me semble que c'est vraiment voilà, juste du bon sens. Et puis surtout, mettre en avant D'accord. les partenaires. Nous, on essaye de vraiment mettre en avant nos libraires qui nous citent aussi en retour. C'est-à-dire que le numérique soit le lieu où on puisse valoriser des présences physiques. Je suis très intéressée par ce que Bertie a présenté, mais c'est pour moi un travail extrêmement scientifique, déconnecté d'une réalité sociale. Enfin, nous, on a un travail de terrain, en fait. Ce que je veux dire, c'est que on fait pas du tout le même boulot. On a peut-être le même objectif de rendre visibles les livres, mais on procède de manière absolument différente. En ce sens que pour moi, ce qui compte en priorité, c'est mon écosystème physique. C'est parler à des gens à qui je pourrais amener physiquement le livre ou inciter à aller consulter peut-être en bibliothèque sur Cairn la version numérique qui est en ligne, parce que je suis en train de faire les EPUB. Mais vraiment rendre hommage à tous ceux qui sont des relais réellement d'une économie physique du livre. Oui, je pense qu'on parlera en fin de session là de la question de l'intelligence artificielle et peut-être de son impact sur le secteur. La dernière question, avant de passer à Yamen, c'est est-ce que tu aurais aussi des recommandations à l'endroit du secteur public? Avoir une véritable politique de lecture publique, hein. Enfin, là, on n'en a pas. Là, l'aide à l'édition que le Maroc accorde, elle est financée par le budget qui appartenait au département de la lecture publique. Donc, ça vide, ça vide justement la possibilité d'avoir une politique de lecture publique, c'est-à-dire de créer de nouvelles bibliothèques, d'acheter des fonds, de recruter des bibliothécaires formés, de faire des animations, d'avoir des fonds à jour. Alors, je salue une initiative qui a été lancée il y a plusieurs années. C'est lecturepublique.ma. C'est une base de données mutualisée des fonds des bibliothèques publiques. Le problème, c'est qu'elle est complètement embryonnaire. Il y a 30 bibliothèques qui sont dedans. Il y a très, très peu de titres finalement dedans. Alors ça, c'est quelque chose d'important qui est à développer, et si possible en l'élargissant au fond des pays africains. J'aimerais aussi rejoindre Raphaël dans ce qui concerne sa préoccupation au moment des salons du livre, c'est-à-dire mieux préparer les salons du livre. euh, euh, pour que voilà, les pays du continent il y ait une véritable participation qui soit pas juste soit un stand du ministère avec le type qui empoche ses perdièmes et qui est là pour l'inauguration puis qui disparaît dans les bistrots voilà jusqu'à la fin du salon. On a malheureusement vu ça, mais qu'on ait la possibilité d'avoir des participations réellement préparées avec des auteurs, avec des lectures, avec des rencontres, et que ces participations débouchent sur des acquisitions de livres pour les bibliothèques publiques marocaines. Voilà, voilà, c'est ce que j'appelle de mes voeux.
Merci, Kenza. À toi, Octavie. Oui, Yamen, toujours par rapport à cette question de la visibilité ou surtout la découvrabilité, quelle recommandation pourrais-tu donner à d'autres écrivains et écrivaines du Maghreb ou de l'Afrique subsaharienne? Je pense de persévérer avant tout, de persévérer, de se dire que cette visibilité, le fait d'être découvert, ne peut pas être l'œuvre d'un seul roman et surtout pas l'œuvre d'un premier roman. Il faut continuer de travailler et il faut travailler avec les bons éditeurs. Il faut faire très attention à l'éditeur avec lequel on travaille. Il faut que celui-ci ambitionne justement tous les leviers dont Kenza vient de parler. Et je la rejoins aussi sur la présence physique et le fait de faire des événements qui permettent aux personnes de se rencontrer autour des livres. J'ai pu le voir là récemment lors d'une tournée que j'ai réalisée au Sénégal et au Togo dans le cadre euh, d'une tournée organisée par les libraires indépendants. Et j'ai eu la chance de voir mon dernier roman qui a été publié dans une collection qui s'appelle Terre solidaire, qui est faite par une alliance d'auteurs indépendants francophones et qui a fait que mon livre était présent physiquement au moment de ma tournée. En Afrique, surtout, on manque d'événements littéraires et les gens répondent présents quand on organise quelque chose dans ce sens. Il y a une soif de ce type d'événements culturels et l'engouement peut être rapidement trouvé si jamais les occasions se présentent. Donc, je rejoins Kenza sur le fait de dire que des fois, oui, en effet, il faut donner de sa personne, il faut aller s'impliquer physiquement sur le terrain pour parler de ses livres, pour communiquer sur ça et étancher la soif de populations qui ont perdu le contact avec le livre et qui sont en train de le renouer. Donc, les jeunes écrivains ou les écrivains tout court, continuez à travailler avec les bons éditeurs et ne soyez pas frustrés si un bon éditeur vous refuse un manuscrit. Ne tombez pas surtout dans la facilité de le publier avec un autre qui va peut-être vous proposer un contrat à compte d'auteur ou des choses de ce type-là ou faire de l'auto-édition. Mais persévérer avec les éditeurs qu'il faut euh, et une carrière, ça se construit, une visibilité, ça se construit. Euh, c'est pareil, je pense, partout, peu importe la discipline. Merci, Yamen. Annie? Oui, alors, Raphaël, au regard de l'expérience de Yamen, qui est écrivain, et que toi, dans ton métier d'agent, tu accompagnes, est-ce que tu aurais des recommandations à faire au secteur public pour rendre les livres africains visibles, mais également les auteurs et écrivains? Donc, oui, donc la question du public, bon, j'évoquais la mise en place des outils, mais la mise en place des outils, elle correspond aussi à la connaissance de ces standards et aux impératifs de la formation professionnelle. Je pense que ça, c'est un refrain qui revient et qui revient sans cesse, le déficit de formation professionnelle, mais il n'y a pas que des déficits, hein, il y a des formations qui existent. Euh, Au Cameroun, il y a l'ESTIC, l'École des sciences et techniques de l'information et de la communication. Euh, Après, est-ce que ces formations couvrent l'ensemble du champ de- des différentes facettes des professions du livre et dans ce qui nous concerne de l'édition? Mais il me semble qu'aujourd'hui, tant que l'accès à la formation n'est pas plus équitablement euh, euh, implanté, il y a des déficits qui vont continuer à se poursuivre et ça devient de plus en plus flagrant si on compare la situation française où il y a une pléthore de formations au métier du livre et qu'on ne trouve pas l'équivalent
évidemment la majorité des pays de langue française en Afrique, ce qui est bien dommage. Mais après, est-ce qu'on doit s'en tenir à ces constats? Moi, j'observe aussi ce que les anglo-saxons appellent the agency, la notion d'agentivité des professionnels qui, d'une expérience à une autre, rendent leur pratique toujours plus forte, plus précise, en participant à différents fellowships. Kenza, tu avais participé au fellowship à Francfort il y a quelques années. Je pense que ça, c'est des initiatives qui sont évidemment importantes. Mais après, sur la question des pouvoirs publics, il me paraît important que les fellowships ne se passent pas qu'au nord et qu'il y ait de plus en plus de fellowships, de circulation qui puissent se passer, notamment au sein à travers les pays d'Afrique. J'étais super intéressé de noter que au Salon du Livre de jeunesse qui s'est tenu à Casablanca la semaine dernière, il y avait les éditions 30 qui sont basées au Mozambique, qui étaient invitées. C'est une maison d'édition qui est absolument extraordinaire. À la foire du livre de Rabat au mois de juin, il y avait les éditions Cassava République qui sont basées au Nigeria, qui est aussi une maison incroyable, qui publie des grands textes internationaux et qui traduit des œuvres du français vers l'anglais. Et je trouve qu'en fait, peut-être que un des une des capacités que peuvent avoir les pouvoirs publics, c'est d'inciter des nouvelles géographies de la circulation du livre à travers ces invitations, ces échanges d'expériences, ces rencontres d'éditeurs. Mais pour ça, il faut aussi des espaces adéquats pour que ces éditeurs se sentent à même de se rencontrer et de créer leurs opportunités de marché sur place. Euh, et je pense que la question des centralismes et des dominations économiques n'a pas lieu d'être dans un monde où tout le monde peut circuler. Évidemment, après, on se heurte à la question des visas, à la question du coût des billets d'avion. Parfois, il coûte plus cher de circuler d'un pays africain à un autre pour un vol qui va durer 1 heure que de traverser la moitié de la planète. Donc tout ça crée des inégalités et évidemment que les enjeux là qui dépassent bien largement ceux de la découvrabilité sont de l'ordre d'une circulation qui soit plus globale et évidemment plus égalitaire. Mais après, si c'est pas, je veux pas rester seulement sur des notes d'intention. Je pense que simplement poursuivre des dispositifs d'invitation dans les salons du livre, qu'il n'y ait pas que les professionnels du livre du Nord qui soient invités systématiquement pour venir proposer leur catalogue et d'éventuelles sessions de droit au Sud, mais qu'il y ait aussi des éditeurs brillantissimes qui œuvrent à travers le continent africain, qui puissent circuler dans différents marchés. J'étais invité à la Foire du Livre de Sharjah il y a un mois. J'y rencontre le fils de Walter Koya, le fondateur des éditions Nkukina Nyota, qui sont basées à Dar es Salaam. C'est l'éditeur du Swahili de Abdul Razak Gurna. Un éditeur comme Nkukina Nyota gagnerait à être davantage visible dans la majorité des marchés du livre, notamment de langue française. Et ça, je ne mentionne que celui-là, mais Storymoja Publishers, pour le volet Young Adult, par exemple, qui sont basés à Nairobi, c'est une maison d'édition qui gagnerait à être plus visible aussi. Donc tout ça, c'est peut-être l'encouragement que je voudrais suggérer à des pouvoirs publics ou des représentants de foires du livre ou de ministères qui pourraient nous écouter, c'est de mettre en œuvre des dispositifs d'invitation qui soient toujours plus larges et d'aller au-delà des seuls réseaux qui sont à nos portées, et de toujours essayer d'ouvrir davantage ces champs des invitations, parce que les opportunités sont là, la richesse des catalogues sont là, et moi je ne crois pas du tout à la question de plus ou moins suprématie du Nord sur le Sud. Enfin, la planète est bien plus vaste et les mondes intellectuels sont bien plus encourageants et riches et optimistes en fait. Oui, merci Raphaël. Octavio, c'est à toi. Oui, Bertie, j'avais une dernière question. Tu avais parlé des différentes initiatives de YouScript pour améliorer la découvrabilité avec la valorisation des catalogues ou l'utilisation d'algorithmes plus performants, entre autres. Mais selon toi, que pourraient faire les écrivains, les écrivaines et les éditeurs et les éditrices africains pour devenir plus visibles et ne pas se perdre dans un océan de contenu numérique? Bah, il y a plusieurs
plusieurs éléments. Déjà, ce que reprenait Raphaël Thierry, je pense qu'il y a un volet formation qui est très important sur les questions effectivement assez techniques de fichiers, de métadonnées, enfin voilà, sur les questions du numérique. Je pense qu'il y a vraiment un volet formation qui est très important. Après, globalement, et ça, c'est ce que disait Kenza aussi qui me semble important, c'est souvent les éditeurs nous confient les ouvrages et puis point. Alors qu'en réalité, les communautés de lecteurs, c'est eux qui les ont, en fait. Et c'est eux qui les font vivre à travers le travail quotidien, tous les événements qu'ils organisent, leurs réseaux sociaux, la manière dont ils mobilisent leurs auteurs aussi, qui ont parfois de grosses communautés, qui sont à la limite, qui sont des influenceurs parfois, etc. Et donc, du coup, moi, ce que j'essaie de leur dire, c'est qu'il faut qu'il y ait plus de ponts, en fait, entre les communautés proches, qui sont les leurs, et l'outil qu'est YouScribe pour eux, et qu'ils n'hésitent pas à s'en servir, en fait, dès qu'ils en ont besoin. Donc là, il y en a plusieurs éditeurs qui nous ont demandé un petit peu des petits kits aussi pour qu'ils puissent plus facilement communiquer sur leur présence en ligne auprès de leur communauté proche, en fait, que ce soit moins deux mondes complètement séparés entre les communautés proches des éditeurs, donc physiques, et la circulation à l'international à laquelle ils associent YouScribe, qui est effectivement un point extrêmement important, c'est sûr. Mais voilà, je pense qu'il y a aussi une interconnexion entre les deux qui peut plus se faire. Et c'est vrai qu'on a eu beaucoup de... Moi, c'est vrai que spontanément, je pense beaucoup aussi à la question des revenus additionnels que ça peut générer. Et en fait, il y a pas mal d'éditeurs qui m'ont dit qu'ils s'en servaient pas de cette manière-là forcément, mais aussi en termes de vitrine. C'est-à-dire que parfois, on leur demande un peu ce qui est disponible dans leur catalogue et ils peuvent juste envoyer leur page éditeur sur YouScribe. Il y a la possibilité de lire comme ça des extraits et ensuite, ça peut déclencher par exemple des ventes papier. Ça, j'en ai pas mal qui m'ont dit ça, ou d'autres qui m'ont dit on a été hyper surpris, on s'est rendu dans un salon du livre vraiment pas chez nous, et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait plein de lecteurs qui nous connaissaient via YouScribe et ça a aussi généré des ventes physiques. Donc voilà, ça c'est vraiment ce sur quoi j'essaie de travailler avec nos partenaires, de moins déconnecter les deux et d'en faire un outil dont ils peuvent se servir dans leur presque leur quotidien d'éditeur. Donc voilà, donc il y a vraiment une question de formation, cette question-là. Après, c'est compliqué de faire des recommandations. Nous, ce dont on s'est rendu compte, c'est que quand les éditeurs nous donnaient aussi du matériel supplémentaire, c'est-à-dire par exemple des petites interviews d'auteurs ou des sortes de petits teasers un peu sur leurs ouvrages, etc. Enfin, dès qu'on a de la matière, en fait, dès qu'on peut le relier à une personne vivante qui s'adresse à des gens, en fait, ça marche, ça booste en fait la visibilité des ouvrages de façon très importante. Donc, par exemple, pour la rentrée littéraire, ce qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment demandé aux éditeurs qui ont participé de faire des petites interviews d'auteurs sur leurs ouvrages que nous, on mettait sur les réseaux sociaux, puis qu'ensuite, on mettait sur YouScribe. Et en fait, je pense qu'on n'avait pas anticipé en fait la force vraiment de la question de cette adresse directe de l'auteur, même via le numérique, je veux dire, vraiment de l'auteur vers une communauté. Enfin, ça rendait ça a rendu la chose vraiment très, très vivante. Voilà. Voilà, on essaie aussi d'approcher donc les éditeurs le savent aussi très bien, donc en fait je vais pas dire ça. Voilà. Je pense que et de pas se fermer aussi. Il y en a certains aussi qui se disent, ok, ça par exemple, ce segment-là de notre catalogue marche extrêmement bien en papier. Donc, c'est ce qui marchera le mieux en ligne. Et à l'inverse, ça ne marche pas en papier, donc ça ne marchera pas en ligne. Et ça, en fait, on s'en rend compte que ça n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'il y a des ouvrages qui sont vraiment des cartons physiques et qui, en fait, ne décollent pas sur YouScribe, quoi qu'on fasse. Et à l'inverse, ça donne une deuxième vie beaucoup plus longue à des ouvrages sur lesquels ils n'avaient absolument pas misé et qui marchent extrêmement bien. Donc, il y a vraiment des surprises en termes de trajectoire de titres qui sont assez étonnantes. Et puis, voilà, je peux pas donner beaucoup de conseils, hein, c'est déjà tellement... voilà, moi, je suis en contact avec la diversité éditoriale donc, tout le temps, donc voilà, je trouve ça incroyable. Donc, voilà. Mais si jamais je pouvais donner peut-être ça.
Merci, Bertie. Annie-Josée? Oui, alors une dernière question qui va être générale, elle s'adresse à vous tous. Euh, c'est la question de l'intelligence artificielle et de son impact dans vos différents métiers, de manière générale. Est-ce que cet impact, il est positif ou alors négatif? La parole est à qui veut la prendre. Je veux juste préciser qu'après cette question, nous ouvrirons le, la partie questions-réponses et les participants pourront poser leurs questions soit via le chat, soit directement en levant simplement leur main. Merci. Donc, la parole à qui veut la prendre pour la question sur l'intelligence artificielle et son impact dans le secteur. Alors, je vais peut-être parler rapidement, sachant que j'ai déjà, il me semble, répondu peut-être partiellement à cette question. Ouais. Pour le métier d'écrivain, ça me semble vraiment euh, je ne vois pas l'impact en fait. Je ne crois pas que demain, on aura des très bons livres qui seraient écrits par des intelligences artificielles. Euh, ça me semble relever plutôt de la science-fiction. Écrire un roman, écrire une fiction, c'est quand même, selon moi, la quintessence de la projection dans l'imaginaire humain et je ne pense pas qu'une machine soit capable de le faire. Elle ne pourra pas avoir ni l'expérience ni la sensibilité d'un être humain. Après, est-ce qu'elle pourra, cette intelligence, aider à des analyses de marché, à des analyses de tendance ou des choses comme ça, peut-être. Peut-être qu'elle pourra aider, mais sur l'exercice artistique, de la littérature, j'ai quand même de sérieux doutes à ce sujet. Peut-être que l'avenir me donnera à tort, mais je fais mon Gaulois réfractaire par rapport à ce sujet. D'accord. Kenza? Bah, autour de moi, je connais personne qui s'en sert, en tout cas pour l'écriture. Donc moi, je me sens vraiment pas concernée en tant qu'éditrice et j'ai pas connaissance d'auteurs qui utiliseraient ça. Par rapport à ce que disait Yamel, je voulais parler d'un article que j'ai vu passer il y a quelques mois sur Livre Hebdo, que j'ai trouvé très intéressant parce que c'est un historien qui a fait un roman historique en assumant de l'avoir écrit sur la base de textes créés par de l'intelligence artificielle et agencés par lui. Et il a évoqué l'idée que, contrairement à la pratique, genre de faire jaillir un texte d'une page blanche, ben, lui, il aurait travaillé plutôt comme un sculpteur à partir de la matière fournie par l'intelligence artificielle. J'ai trouvé que l'image était intéressante, mais que c'était plutôt des questions d'éthique que ça posait vu voilà, le fait que là, ça a été annoncé, mais peut-être qu'il y a des fois où ça n'est pas annoncé. Voilà que la ligne de partage, elle est plutôt là. En tout cas, il me semble qu'au Maroc, à chaque fois que j'ai entendu parler de ChatGPT, c'était plus sur le mode de la curiosité, qu'est-ce que ça va donner, qu'est-ce que ça va faire, etc. Mais que ça n'a pas, à ma connaissance, donné débouché sur une œuvre ou sur Alors, un juste travail présenté comme ça. ouais, pour abonder sur ce que tu dis, je pense qu'à partir du moment où ces intelligences sont réellement capables d'écrire quelque chose de valable, ne, ne soyons pas surpris que les créateurs de ces plateformes vont réclamer leur dû de droit d'auteur, hein. Mais Évidemment. si aujourd'hui cette question ne se pose pas, c'est qu'ils sont bien incapables de faire un texte qui tienne la route. Si demain ils ont cette possibilité de créer des textes qui soient vraiment la base à de la coécriture ou des choses comme ça, je pense qu'ils vont quand même réclamer leur part du gâteau. Et s'ils ne le font pas aujourd'hui, c'est que justement, on est encore dans l'embryon de la chose. Donc, le fait que économiquement, aujourd'hui, ils ne réclament rien, ça prouve bien qu'ils sont plutôt dans une phase d'apprentissage que dans une phase
de rentabilité. Et comme on dit, si c'est gratuit, c'est toi le produit. Exactement. Exactement. Oui. Alors, Raphaël, lors de la dernière session, enfin de l'avant-dernière session avec euh, Zakia Bouassida, on a vu, par exemple, l'utilisation des intelligences artificielles dans le domaine de la traduction. Alors, toi qui es agent littéraire, est-ce que c'est quelque chose qui est énormément utilisé ou pas du tout? Euh, Comment est-ce que tu vois les choses? Euh, à distance, mais j'en entends de plus en plus parler. J'étais par exemple invité à une rencontre avec des traducteurs au mois de juin qui disaient qu'effectivement, c'est une préoccupation qu'ils ont parce que les outils de traduction s'améliorent de plus en plus à travers l'intelligence artificielle et aujourd'hui, des traductions qui sont proposées par différentes IA ne sont pas forcément, le résultat n'est pas forcément mauvais. Ça ne veut pas forcément dire qu'il a toute la sensibilité, l'inventivité, la profondeur que pourrait avoir un traducteur qui travaille avec un auteur depuis de longues années. Mais Yamen, qui a été traduit, connaît cette relation qui est importante entre un auteur et un traducteur et c'est des binômes qui gagnent à se construire sur le long terme et à se connaître toujours mieux. Mais ceci étant dit, dans une économie de rythme, où les livres doivent être produits rapidement au sein des grandes maisons d'édition souvent, ça pose évidemment cette question. Puis ce qui sous-entend aussi la question des droits et des copyrights. Après, il y a l'autre dimension qui est celle des genres qui sont très codifiés au sein de la... il me semble qu'il y a déjà des productions qui s'industrialisent depuis de longues années, hein, depuis presque que l'édition existe, au départ à travers les feuilletons. Et aujourd'hui, bah, l'IA propose des nouveaux outils de rentabilisation et de rentabilité de la production de texte. Est-ce que je dois être inquiet à ce sujet en tant qu'agent littéraire? Je dirais plutôt attentif, parce que bah, les partenaires avec qui je travaille, c'est des gens. Euh, les traducteurs, c'est des personnes qui sont essentielles dans la circulation des œuvres et des littératures et on ne peut pas les remplacer, on ne doit pas les remplacer. Je pense que un monde qui se décharge de l'obligation de relations humaines est quand même un monde qui va pas dans le bon sens. Et c'est pas de la science-fiction, puisque aujourd'hui, il y a pas mal de fonctions qui disparaissent dans nos sociétés parce qu'il y a des outils qui remplacent tout ça. Mais après, c'est aussi à nous, individuellement, en tant qu'opérateur, qu'on soit éditeur, qu'on soit auteur, qu'on soit agent littéraire, autre, euh, de se positionner entre nos impératifs économiques, de l'obligation de résultat qui fait partie aussi de nos travaux respectifs, de publier un livre, de vendre des droits, de vendre des livres à des lecteurs, et le choix individuel qu'on a aussi de garder cette forme de relation humaine et de la préserver. Donc là, c'est pas non plus faire de l'angélisme, on est dans un monde moderne avec des nouveaux outils qui représentent aussi les opportunités. Mais c'est rester vigilant et sur le fait qu'on a un écosystème qui est évidemment fragile, mais qui doit être toujours préservé. Et on revient toujours aux notions de solidarité et de, et de, et de collaboration, tout simplement. Ok, Bertie, tu as un regard peut-être un peu plus positif par rapport à cette question de l'intelligence artificielle. Bah, en fait, ça dépend. L'intelligence artificielle dans le domaine artistique, comme là, ça a été évoqué, oui, c'est difficile. Enfin, non, là, c'est pas trop possible d'avoir un regard vraiment positif dessus. Pour le moment, nous, on n'y est pas encore trop confrontés. Les éditeurs avec lesquels on travaille sont des éditeurs globalement dont on connaît le travail, avec lesquels on collabore depuis vraiment un certain nombre d'années. Et on n'a pour le moment pas vu, ou en tout cas pas identifié d'ouvrages qui ont été produits, on va dire, avec de l'intelligence artificielle. Après, on est en train de se poser la question, parce que beaucoup d'éditeurs nous ont quand même posé, de mettre en place des outils de modération éventuellement
pour identifier des ouvrages qui seraient produits par des intelligences artificielles voilà, et au moins se rendre compte de l'impact que ça a quand on propose ce type d'ouvrage. Le seul domaine dans lequel on peut y être confronté d'un point de vue artistique, c'est les livres audio avec des voix de synthèse. Alors, je ne sais pas si ça rentre dans le thème, mais ça, oui, ça, pour le coup, on en a de plus en plus. Et on se rend compte que, effectivement, surtout lorsqu'il s'agit de livres pratiques ou ressources professionnelles où les gens les écoutent pour le contenu et non pas pour l'expérience où on te raconte une histoire, etc., ça ne pose effectivement pas de problème. Alors qu'il y a évidemment, en termes de qualité, une perte énorme. En littérature, c'est plus compliqué. Déjà, on le voit moins et l'expérience, pour le coup, ce qu'on cherche de telles écoutes est quand même impacté vraiment par le fait que ce soit des voix de synthèse. Après, voilà, donc ça, c'est pour le côté création artistique. Après, effectivement, nous, l'intelligence artificielle, on s'en sert en tant qu'outil pour favoriser tout ce qui est découvrabilité, etc. Donc ça, c'est presque une autre question. Et ça, oui, on est obligé d'y être attentif parce qu'en fait, les algorithmes, naturellement, ne sont pas forcément justes. Donc, de toute façon, voilà, on est obligé d'y faire attention pour ces questions-là. Merci, Bertie, merci beaucoup. Normalement, on doit ouvrir la session de questions-réponses. Je ne sais pas s'il y a des questions, s'il y a des participants qui ont posé des questions ou qui veulent en poser. Sinon, Octavio. Non, de mon côté, j'avais juste aussi la question. Ah, Kenza, peut-être? Tu avais levé la main, non? Oui, alors moi j'avais une question à poser à Bertie. Je suis ravie de cet échange parce que je le trouve très très riche. Quand vous avez dit le besoin de créer un pont avec les communautés de lecteurs et de fournir du matériel de communication que nous on fait évidemment pour nos propres sites, il y a un moment, moi je me pose la question de la limite de la collaboration parce que là pour le coup j'ai le sentiment d'une aspiration de données, pas forcément là où elles devraient être. C'est-à-dire que quand moi, je signe un partenariat avec Uscript pour la délégation de la représentation numérique de mon catalogue, c'est pas pour aller bosser pour Uscript pour lui fournir gratos la com et les données. Vous comprenez, je rends les choses de façon un peu caricaturale et excessivement familière, mais parce que pour nous, ce travail de production, bah, c'est un temps énorme et du coup, bah, en termes de valorisation de ces données, moi, je sais très bien le faire sur mon terrain à moi. Et la façon dont il peut être utilisé justement à une simple fin de valorisation d'un contenu par une plateforme gigantesque, avec aussi le fait que ça transite aussi par la France, tout ça, parce que c'est pas des initiatives sud-sud. Et nous, on est quand même hyper sensible à cette dimension aussi voilà, d'un certain équilibre géostratégique. Moi, si je fais ce travail, aussi, je le rappelle, c'est parce que j'en avais un peu assez de lire beaucoup de choses sur le Maroc, publiées en France et par des auteurs non marocains, ne partageant pas ma langue, ne partageant pas mes réalités, et avec l'idée aussi de contribuer à rééquilibrer ce truc. Donc l'idée aussi d'une plateforme de circulation, je reste quand même vigilante sur quelles sont les données manipulées par qui et voilà, dans quel objectif. C'était ma remarque. Pour aussi redynamiser la dimension politique de tout ce dont on parle depuis tout à l'heure. Oui, oui, totalement. L'idée, en fait, c'est que, par exemple, bon, c'est anecdotique, hein, mais si par exemple on pensait à ces petites interviews d'auteurs ou des choses comme ça, en fait, l'idée, c'est surtout que l'éditeur puisse voir si ça a un impact sur ses revenus ou pas, quoi, en gros.
Effectivement, si ça ne fait aucune différence, si ça ne lui apporte rien, il n'y a pas d'intérêt particulier à y aller, hein. Non, non, c'est vraiment qu'on s'est rendu compte qu'il y avait eu un impact important sur la lecture des ouvrages à l'occasion voilà, de la publication de ces petites interviews et que ce n'était pas forcément dans nos manières de procéder spontanées, en fait. Donc après, effectivement, si c'est produit spécifiquement pour YouScript, il y a clairement une question de mesurer l'impact en termes de revenus que ça va rapporter, hein. Oui, oui, non, c'est sûr que si c'est neutre, il n'y a pas il y a aucune raison de le faire. Et après, l'usage... Après, voilà, ce qu'on est en train d'essayer aussi de mettre en place, c'est de créer voilà, c'est vraiment en train de se faire, c'est créer une interface éditeur plus développée que ce qu'elle est aujourd'hui, où en fait, les éditeurs, en plus d'avoir accès à leurs données de revenus et de quel titre a généré combien, d'avoir accès en fait déjà à la géographie de leurs lecteurs et ensuite tout le détail et tendances de lecture sur YouScribe. Donc, ça serait une manière pour nous de créer aussi un corps. Parce que pour l'instant, moi, je fais ce retour à l'oral et dans des présentations lorsque j'ai les éditeurs partenaires au téléphone et qui me le demandent. Mais en fait, c'est toujours à cette occasion-là. Là, l'idée, c'est que chacun puisse avoir accès à ces informations et c'est aussi une manière on va dire, plus collaborative aussi de partager, d'avoir un retour sur forcément les données dont on dispose en raison du fait qu'on ait une plateforme, quoi. Enfin, qu'on ait une bibliothèque, forcément. Donc voilà, et ça, c'est un projet qui est assez important de partage des données, que tout le monde ait le même niveau d'information. Voilà un peu. Voilà, merci Bertie, merci à Kenza, merci à Raphaël, merci à Yamen. Je ne sais pas, peut-être que l'un d'entre vous aurait une préoccupation pour l'un ou pour l'autre, sinon on va devoir clôturer. À moins qu'il y ait d'autres questions des participants qui se présentent, mais jusque-là, on n'en a pas. Donc, on va vous remercier tous et chacun encore une fois. Juste rappeler en quelques minutes que ce cycle de 5 ateliers a été rendu possible grâce à la participation de l'Organisation internationale de la francophonie avec Véronique Girard et l'Alliance internationale des éditeurs indépendants avec Laurence qui est à la technique et puis Octavio et moi-même. Donc, tous les 5 ateliers seront disponibles les 4 premiers ateliers sont disponibles en ligne pour ceux qui veulent les suivre. Celui-ci également, dans quelques jours, il sera disponible. Nous espérons donc qu'on a pu répondre aux questions que les uns et autres se posaient. Et nous vous disons à la prochaine. Octavio, je ne sais pas si tu veux ajouter un dernier mot. Non, merci Annie-Josée. Non, juste remercier nos panélistes, Kenza, Yamen, Raphaël, Bertie. C'est super intéressant et on restera en contact pour la prochaine opportunité. Donc, merci beaucoup à vous deux pour l'efficacité de l'animation. Merci. Merci. Merci, au revoir. Bonne soirée à tous.